Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve dans cet épisode un petit peu différent sur l'entreprise Tesla qui explose pas mal en bourse en ce moment. Et je me suis dit, go faire une vidéo un petit peu différente. Je profite aussi du beau temps quand je suis en voyage, même si je lâche pas YouTube et j'avais pas trop de sujets pour aujourd'hui. Et vu le message, je me suis dit, tu sais quoi, va parler un petit peu de l'entreprise, de pourquoi tu as investi, mais aussi ce que tu fais avec ta position en bourse. Donc je vous ai mis la caméra ici, on verra bien ce que ça rend au niveau de la luminosité et tout, etc. De toute façon, c'est plus en mode podcast d'ailleurs, un petit peu comme on le fait souvent dans la communauté. Et j'aime bien ce format où YouTube sera un petit peu différent. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, quand j'ai une position, bien évidemment, je vous la partage. En ce moment, sur Tesla, j'ai mon iPad juste ici. C'est pour ça que je regarde un petit peu mes notes. J'ai 135 actions Tesla pour un prix de revient unitaire à 172 $. Et j'ai un call option, donc une option qui me permettra d'acheter une centaine d'actions Tesla en plus à 200 $ pièce en décembre 2026. Et les positions, je vous les mettrai à l'écran de toute façon. Et c'est des positions que j'ai construites avec pas mal d'années, au long des années j'entends. Et j'avais fait un gros apport final en juin 2024 lors de la baisse autour des 170 $, je ne comprenais plus du tout. Et donc j'avais acheté les actions dans le dur et c'est à ce moment-là aussi que j'avais pris un call. Et à savoir que c'est un titre que je pourrais payer maximum 290, 295 $. Donc là, à 440 $, elle est trop chère pour moi, mais du coup, est-ce que je la vends? Est-ce que je la conserve? Alors évidemment, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'aime pas trop vendre. Mais c'est aussi l'opportunité parfaite du coup de reparler de ce business, de pourquoi je ne vends pas sur ces niveaux, et surtout pourquoi je suis investi sur l'entreprise, pourquoi même si elle peut être très volatile, baisser, remonter, au final, c'est pas quelque chose qui m'inquiète de trop, tout simplement parce que je ne regarde pas trop le court terme, la valorisation au court terme, et d'ailleurs, je tiens à le dire, mais si j'avais regardé juste Tesla comme un business de voiture, et ou si j'avais juste regardé un indicateur classique comme un PER ou quelque chose comme ça, jamais je serais rentré sur l'entreprise avec un prix de revient unitaire à, c'est quoi, 172, et enfin bref, je vous ai mis la position à l'écran, donc vous la connaissez. Et de façon générale, même quand je regarde mon modèle de valorisation, les voitures pèsent vraiment pas toute la capitalisation boursière. Donc ça, je tenais à le dire. Voilà un petit peu pour l'intro, pour ma position, etc. Je vous dirai en fin de vidéo si un jour je pourrais vendre, etc. On en reparlera quand même parce que tout a un prix. Mais si vous vouliez déjà la conclusion, à 440 $, pour l'instant, je ne suis pas du tout pressé de me séparer de ma position, surtout que je vois encore beaucoup de potentiel. Maintenant, pourquoi Tesla? On va faire un petit peu de qualitatif, je vais vous raconter ma vision sur l'entreprise. Déjà, j'ai toujours eu une attache particulière aux entreprises industrielles, aux entreprises qui fabriquent des produits. Tout simplement parce que, de par ma formation et ma carrière dans l'industrie et dans l'ingénierie, j'ai travaillé en usine, j'ai lancé des productions, j'ai fait du commissioning, j'ai vu des choses se fabriquer. Et donc, forcément, quand j'écoute parler les ingénieurs, la direction, etc., instantanément, il y a des choses qui me plaisent que je vois, notamment au niveau des nouveaux processus d'industrialisation, d'essayer d'innover, d'essayer de changer les choses. Les marges aussi, les marges brutes qui sont dans l'industrie sont très dures à obtenir, notamment en automobile. Et ils ont d'autres segments sur lesquels les marges brutes peuvent être plus élevées par rapport à la concurrence. Enfin bref, j'ai vraiment eu une connexion avec ces business qui sont dans l'industrie. Je voulais aussi rapidement revenir, avant de passer à tous les différents segments du business model, je voulais revenir aussi sur ce qui s'est passé avec la politique, le PDG, le key man risk, etc. Oui, il y a un risque, oui, le fondateur Elon Musk est toujours là, de la même façon qu'on avait Steve Jobs à Apple qui était hyper important. Les entreprises qui ont toujours, les personnes qui ont amené l'entreprise d'un point A à un point B qui est toujours là, c'est un risque si la personne venait à disparaître, à quitter, à démissionner, etc. Et de la même façon, pour tout ce qui est la politique, je voulais vous reparler du cycle des 3 jours de l'information. Enfin, 3 jours, ça peut être une semaine, j'aime bien dire 3 jours. Parce qu'au final, toutes les peurs politiques qui avaient fait écrouler l'entreprise, si vous vous rappelez, c'était autour de juin de cette année. Une semaine plus tard, c'est oublié, le marché passe à autre chose, il cherche la nouvelle peur. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces deux aspects. Mais oui, il y a un risque du key man risk, c'est-à-dire de la personne. Si le patron venait à partir ou à disparaître, comme à l'époque avec Steve Jobs, ça ne veut pas dire que l'entreprise serait foutue, bien sûr que non, parce qu'elle a été lancée, mais ça pourrait avoir un impact et amener de la volatilité. Maintenant, on va passer un peu sur tout le business model. Déjà, pour moi, ce n'est pas du tout un pari à 100% sur les véhicules électriques, même s'ils sont très forts, ils font partie des rares constructeurs qui arrivent à gagner de l'argent avec des véhicules électriques, D'ailleurs, il y a plein d'autres fabricants qui ne partagent pas leur marge que sur les véhicules électriques, mais ils partagent sur l'ensemble de leurs véhicules. On se demande pourquoi ils ne partagent pas les marges. J'imagine que si elles étaient bonnes, ils les partageraient.
Et donc, c'est un des leaders dans les véhicules électriques, ça c'est sûr. Et c'est très dur de gagner de l'argent sur ce secteur. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages sur Porsche. Je sais pas, enfin, j'ai vu que le cours allait mal de l'action. J'ai vu un article passer aussi. Est-ce que vous voudriez une vidéo sur Porsche? Ça n'a rien à voir. Mais bref, il y a eu pas mal de nouvelles sur cette entreprise et je crois que c'est une entreprise qui intéresse beaucoup de monde. Donc, dites-moi si vous voulez que je parle de Porsche. Ensuite, donc, je voulais vous parler un petit peu des outils de production et de l'intégration verticale et de la distribution mondiale. Ils ont énormément intégré verticalement. Ce que j'entends par là, c'est que beaucoup de fabricants de voitures sont des assembleurs de véhicules, prennent des pièces Plasticomium, Forvia, Faurecia, Bosch, etc. Ils conçoivent, ils assemblent. Mais du coup, il n'y a rien qui communique parce que le contrôleur de l'ABS de Bosch, il ne va pas communiquer avec l'infomédia, je ne sais pas, de Valeo ou d'autres pièces de chez Plasticomium, etc. Et ça fait peu d'agilité, c'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est dur de tout redesigner. Personnellement, j'ai bossé en bureau de R&D, de recherche et développement, et aussi en manufacturing avec les méthodes. C'est super compliqué quand on a des fournisseurs dans tous les sens que d'aller modifier quoi que ce soit. Par contre, quand on est très intégré verticalement, qu'on conçoit et fabrique énormément en interne, évidemment, ils ne fabriquent pas tout. J'imagine que les plaquettes de frein et les pneus, ils ne les font pas eux-mêmes. Les pneus, je le sais. Mais ils fabriquent quand même énormément de choses en interne. Ce qui permet d'avoir un contrôle de la chaîne de production et donc d'être agile. De la même façon, ils contrôlent la distribution. Il y a quelques service centers, des delivery centers, mais on n'a pas un réseau de concessionnaires qui a besoin de prendre la marge, etc. C'est à eux tout ça. Donc forcément, encore une fois, tout ça, on va le retrouver dans les marges, dans l'innovation et dans l'agilité. Efficacité de production, économie d'échelle, très peu de modèles de véhicules qui, quand vous regardez les vidéos où ils les démontent, qu'est-ce que c'est optimisé. Et d'ailleurs, je prends tout le temps l'exemple des moteurs thermiques contre des moteurs électriques. Moteur électrique, rotor, stator, bon, il y a quelques dizaines de pièces, mais c'est très simple. Un moteur thermique, vous avez des milliers, peut-être 1000 pièces, ça dépend des modèles. Ça s'use, c'est pas facile à fabriquer. Il y a beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup d'entretien, parce que pour le client final, ne pas aller faire la vidange, ne pas avoir faire la pompe à essence, en gros d'avoir à pas faire grand-chose à part le liquide de frein, le liquide de comment ça s'appelle, d'essuie-glace. Je cherche mes mots, le liquide d'essuie-glace et les pneus. Je connais des personnes qui ont des Tesla, ils n'ont rien fait pendant 50 000 km. C'est donc encore une fois beaucoup d'avantages clients et sur le processus de fabrication d'économie d'échelle, peu de modèles. Et donc ça vous fait monter les marges. Et je ne vous parle même pas du fait qu'ils ont des usines assez récentes. Et donc d'un point de vue des procédés, on n'a pas 50 ans d'histoire à se traîner derrière sur les marges. Voilà un petit peu pour ma vision sur les voitures. Maintenant, je ne suis pas sur cette entreprise que pour les voitures, je vous en ai déjà parlé. Développement de la conduite autonome. Alors là, ils sont seuls contre tous. Ils sont partis d'une solution avec des caméras et un réseau de neurones. Donc pensez entre guillemets IA, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo complète là-dessus qui était intéressante, je trouve. Enfin, je me rappelle, en même temps, c'est moi qui l'ai faite, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas intéressante. Et en gros, on donne énormément de vidéos de gens qui conduisent bien un réseau de neurones. C'est certainement plus compliqué que ça, mais je vous fais la version que je comprends. Et l'IA apprend à conduire en regardant ce que font les gens. Elle n'a pas le concept de feu rouge, de stop. Avec cette vitesse, en fait, elle n'a aucun concept de comment conduire. Alors évidemment, il y a des guardrails, hein. Ils vont la diriger quand même. Mais en fait, naturellement, les gens ralentissent au dos d'âne. Donc elle aussi, elle va ralentir au dos d'âne. Contre l'autre option qui est de complètement faire mapper les cartes, etc. et de tout programmer à la main, qui pour moi peut fonctionner. Waymo en est la preuve, même si Waymo intègre un petit peu d'IA, ils en parlent. Je pense qu'il y a un modèle qui est beaucoup plus scale-up que l'autre. Et j'ai toujours aimé cet aspect de prendre des risques, de directement partir sur la solution qui va fonctionner plutôt que de prendre des solutions intermédiaires, quitte à mettre un petit peu plus longtemps. On verra s'ils avaient raison, mais je sais qu'il y a pas mal d'entreprises, notamment en Asie, qui sont en train de dire « Ok, on arrête ces histoires de LiDAR, etc. et on va faire que des caméras. » Et il y a des grosses entreprises très connues en Asie qui ont annoncé ça. Vous irez chercher un petit peu, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Et aussi, ils peuvent le faire du coup parce qu'ils ont des données exclusives. Hein. Ça fait longtemps qu'ils récoltent, en vendant des voitures, toutes les données via les caméras. Ce qui leur a permis, en fait, c'est un cheval de Troie. Hein. Ils ont demandé des voitures avec des caméras, ils ont récupéré les données et maintenant, c'est les seuls à avoir les données. D'ailleurs, ces données, c'est précieux. Si un jour vous venez avoir un hack ou un vol de données, ce serait... je pense qu'ils sécurisent ça énormément. Ensuite, d'autres revenus, vente de logiciels, des abonnements mensuels pour la connexion Internet dans les voitures, le multimédia, etc. Ça reste des revenus, c'est petit, mais dans le temps, ça montera. Réseau propriétaire de superchargeurs. Charger à la maison, c'est pas cher. Charger sur les superchargeurs, c'est beaucoup plus cher. Ils gagnent de l'argent là-dessus. Et en plus, le réseau est ouvert aux autres marques.
Et d'ailleurs, leur chargeur, au final, c'est devenu un standard, notamment aux États-Unis à l'époque, parce que c'était un peu les seuls à avoir un réseau qui fonctionnait, En continuant sur l'énergie et l'électricité, et le stockage d'énergie. Vous savez, j'ai souvent parlé de cette idée que l'énergie, il va falloir, et en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est la décentraliser. C'est-à-dire qu'avoir une grosse centrale qui produit de l'énergie avec des longs réseaux qui doivent tout supporter pour transporter d'un endroit à l'autre, c'est utile, ça a son utilité, notamment par exemple le nucléaire qui tourne en permanence, il n'y a pas besoin d'avoir du soleil dans le ciel, etc. Par contre, si on arrive en partie aussi à avoir un mix d'énergie dans lequel on va intégrer du panneau solaire, et ils vendent de la tuile solaire aussi, avec du stockage d'énergie en super local, déjà les voitures, hein, c'est les batteries, avec les nouveaux standards, certains modèles le sont déjà chargés dans les deux sens. Donc avoir une voiture qui fait batterie, avoir une batterie contre le mur, avoir des panneaux sur le toit qui chargent, être capable de partager entre les zones, les régions, les villes, en fait, décentraliser l'électricité. Ça, c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Et d'ailleurs, vous savez, par exemple, je dis souvent que pour moi, un des plus gros concurrents de Enphase, au final, quelle ironie, c'est Tesla. Et Tesla, j'en ai beaucoup plus qu'Enphase en portefeuille. Et j'ai toujours Enphase aussi, mais c'est un secteur dans lequel je crois à cette décentralisation de la production d'énergie et de son stockage. Et d'ailleurs, ils ont annoncé des nouveaux systèmes de stockage à Las Vegas il y a quelques semaines. Et pareil, à chaque fois qu'il leur manque un truc, ils s'intègrent verticalement. On n'a pas assez de transformeurs, littéralement des transformateurs électriques. Ils vont commencer à en fabriquer. Il n'y en a pas assez, on va en fabriquer. Pareil, il n'y a pas assez d'électricité sur l'IA. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont louer, alors ça c'était XAI, mais bon, ils vont aussi faire pour ça parce qu'il faut de l'électricité pour le calcul d'intelligence artificielle. Ils vont louer des générateurs dans toute la région, ils vont toutes les amener et puis ils vont tous les faire tourner. C'est de l'agilité. Et moi, j'adore les entreprises, voir les entreprises agiles. Il n'y aura pas de que dans cette vidéo. J'adore voir les entreprises agiles. Et je peux vous en citer plein que j'ai en portefeuille. Sofa, IMS, même des grosses boîtes, on pourrait penser à Google, à Microsoft, qui n'ont pas raté les tournants, aussi bien Google qui se base sur l'IA que Microsoft qui n'a pas raté les tournants des revenus récurrents, à arrêter les licences de logiciels et à passer sur Office 365. Des entreprises qui, même quand elles sont petites ou grosses d'ailleurs, sont agiles. C'est primordial dans mes analyses, ça. D'ailleurs, vous voyez, le quantitatif, les chiffres, on en fait, c'est important et c'est aussi, je sais que ça plaît beaucoup sur YouTube, mais ce que je suis en train de faire là, c'est énormément de la partie de ma recherche, de mon analyse, et je passe un temps absolument énorme à me demander pourquoi j'achète l'entreprise, à écouter les conférences des investisseurs, à essayer de comprendre ce qu'il en est au-delà des chiffres. Je fais souvent les chiffres d'abord, parce que si je vois des choses qui ne me plaisent pas, ça sert à rien de pousser plus loin, de passer du temps à écouter des heures de conférences, mais c'est hyper important. Si on continue un petit peu, du coup la synergie, je vous en ai parlé, entre les véhicules, les batteries dans les maisons, l'électricité, la décentralisation de la production d'énergie, ils travaillent là-dessus et je pense que c'est des secteurs où il y aura pas mal d'argent à se faire. D'ailleurs, ça me fait parler en pensant aux batteries. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure sur l'optimisation de la production, mais par exemple, si vous avez un moteur à essence et vous voulez une voiture plus puissante, il faut augmenter la cylindrée et augmenter le nombre de cylindres. Il faut concevoir en gros un nouveau moteur. Avec les batteries, il suffit, entre guillemets, en tout cas pour l'autonomie et le voltage, qui est très important dans la performance, d'un point de vue de l'équation électrique, pour ceux qui ont fait de la physique, vous connaissez. Il suffit de rajouter des batteries dans le plancher. Et les batteries, moi j'aime bien souvent donner l'analogie, même si c'est pas tout à fait. Je pensais aller voir les vidéos sur internet de comment sont fabriquées les canettes de coca ou les boissons. Les batteries, c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, qu'on fasse une voiture très puissante avec beaucoup d'autonomie ou beaucoup moins puissante avec beaucoup moins d'autonomie, il suffit de rajouter des batteries, les mettre en parallèle des séries pour avoir du kilowattheure pour aller plus loin et monter le voltage si on veut un petit peu que ça pousse un peu. Enfin bref, les batteries, il y a 3-4 modèles de batteries et tout le monde les fabrique. Imaginez les économies d'échelle par rapport à avoir plein de moteurs différents. Je suis persuadé, et en plus, allez voir les travaux de Tony Siba, le prix des batteries au kilowattheure, dollars au kilowattheure, je crois qu'il y a 10-15 ans, c'était 800 $ le kilowattheure. Aujourd'hui, on a tapé sous les 100 $. La courbe est en train de s'écrouler, la courbe des prix des batteries, parce que ça se fabrique à très grande échelle. Et on ne connaît pas les chiffres exacts. Et encore, on pourrait peut-être le traquer avec les marges brutes, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de constructeurs, ils mélangent l'électrique et le thermique, parce qu'ils ne veulent pas vous donner les valeurs que l'électrique et du thermique. Chacun pensera pourquoi ils font ça. Mais je suis persuadé qu'une voiture électrique coûtera très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, mais c'est dur d'avoir les infos, à fabriquer qu'un équivalent thermique. Mais je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, parce que d'un point de vue purement ingénierie de technologie, ça coûtera beaucoup moins cher de fabriquer une voiture électrique que thermique. Et ça va se retrouver dans les marges et ça va se retrouver dans la demande, hein, parce qu'il y a un moment, le client, il veut un produit moderne, réactif, qui se met à jour, qui fonctionne, et le moins cher possible optionnellement.
Et, euh, et on le voit très bien sur les véhicules électriques. Alors Tesla sont encore assez chers, et je pense que c'est leur stratégie aussi. Puis ils vendent dans des marchés où ils peuvent se le permettre. Mais malgré ça, vous regardez en Chine, leurs ventes tiennent très très bien, alors qu'ils vendent autant que des véhicules beaucoup moins chers que les leurs. Mais au-delà de ça, notamment avec le nouveau véhicule, là, vous avez vu, ils ont sorti, je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'est normal, c'est mode podcast. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti ils annoncent, on verra si ce sera le cas, mais sur leur nouveau véhicule, leur nouvelle plateforme, être capable de sortir des voitures 5 à 7 fois plus vite que les modèles Y qui sortent, je crois, une toutes les 33 ou 37 secondes. En gros, entre 30 et 40 secondes, ils sortent une modèle Y à Shanghai. Et ils passeraient à 5 à 7 fois plus vite. C'est impressionnant, c'est avec le unboxed. On verra si c'est pas fait. Moi, tant que c'est pas fait, je suis prudent. Et vous voyez d'ailleurs, j'adore cette entreprise parce qu'il y a plein de segments, donc plein de façons de gagner de l'argent. Mais encore une fois, parier contre les gens qui font les choses, c'est dur. J'en parlerai en conclusion, mais les actions et les entreprises qui font les choses et qui performent historiquement, j'ai beaucoup de mal à le faire personnellement et je suis réticent. Je voulais vous parler un petit peu encore d'ingénierie, d'agilité. C'est très important pour moi, c'est un énorme avantage concurrentiel. Les ingénieurs, ok, travaillent pour l'argent, mais ils travaillent aussi pour le projet, pour la passion. Moi, j'ai connu des projets plus ou moins passionnants et je vous confirme que ce n'est pas la même histoire. Et de la même façon, l'agilité, quand on est en entreprise, je vais être un peu, bon c'est YouTube, je ne vais pas être impoli, mais on nous lâche la grappe, qu'on nous laisse un peu en paix. Voilà, on nous donne un beau projet, un truc passionnant, et on le fait. Et j'ai connu le monde du corporate absolu, grosse entreprise, cotée en bourse d'ailleurs. Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Et en tant qu'ingénieur, c'est très frustrant. Et à côté, tu as des entreprises qui sont connues pour être très agiles, où on te dit de faire un truc, fais-le. Bon, si tu le fais pas, tu sors, out. Mais si tu le fais, tu as beaucoup de liberté. Et du coup, ça attire des talents. Et c'est hyper important pour la compétitivité de l'entreprise que d'avoir de l'agilité et être très concurrentiel sur sa recherche et développement. Parce qu'encore une fois, ce qui fait vendre, c'est le produit. Il y a le prix, mais il y a le produit aussi. En gros, c'est la valeur face le prix. Et quand vous obtenez énormément d'un très bon produit, même si le prix est un peu plus élevé, vous y allez quand même. Et les chiffres de vente, vous irez les voir depuis qu'ils ont lancé le nouveau modèle Y. Et même d'ailleurs en Chine, il y avait beaucoup de peur sur les voitures moins chères. En Chine, vous pouvez traquer assez facilement les enregistrements de plaques. Bon, ben voilà. C'est passionnant. Je suis impressionné. Et en plus, j'aime d'autant plus l'idée que cette entreprise, ils parlent de plus en plus de faire de moins en moins de voitures pour les particuliers, mais de plus en plus avoir des voitures qui vont louer. Donc revenus récurrents, penser, que ce soit autonomie ou pas d'ailleurs, hein, que ce soit entre guillemets robot-taxi ou des véhicules à la location. D'ailleurs, ils l'ont souvent dit, ils ont beaucoup été réticents à baisser leur prix parce qu'avec les taux d'intérêt qui sont remontés, en fait, les véhicules. Alors moi, je ne me rends pas compte parce que j'ai toujours payé cash mes voitures et motos. J'ai jamais fait un crédit sur un véhicule parce que, ben voilà, etc. C'est pas un outil productif pour moi. J'ai pas besoin de ma voiture pour travailler, donc je suis très embêté à mettre de la dette dessus. Je veux mettre de la dette que sur du productif. On va pas refaire une vidéo sur bonne dette contre mauvaise dette, etc. C'est ma vision des choses. Mais en fait, si on ouvre un petit peu les yeux, parce que nous, dans les finances personnelles, je sais qu'on est très comme ça à faire gaffe à nos finances personnelles, mais en fait, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de monde achète des véhicules à crédit. Et, et un paiement à 399 contre 349 contre 295, ça change tout pour la vente de véhicules. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, ils ont dit que ça ne sert trop à rien de compresser nos marges et d'aller perdre de l'argent et de passer en flux de trésorerie disponible négatif. Alors que même si on baisse, on ne va pas atteindre ce threshold qui est très connu autour des 30 000 $, notamment aux États-Unis. Et ils le feront, je pense, quand ils en seront capables. Ils ne sont pas pressés. Et d'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'ils ont plein de revenus différents. Il y a les voitures, mais pas que. On peut continuer d'ailleurs pour finir la vidéo. Elle va être un peu longue, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aime bien ces podcasts. D'autres revenus que je vais vous citer rapidement. Assurance, évidemment. Et puis en plus, avec la véhicule autonome, ils vont pouvoir certainement baisser les prix. Les poids lourds. Beaucoup de gens disaient que ce ne serait pas possible. Ils se tournent déjà chez plein de boîtes comme, je crois qu'il y a Pepsi, etc. Jusqu'à, je ne sais plus, c'est 400 miles d'autonomie, un truc comme ça. Et en plus, il n'y a plus de problème de freinage qui brûle en côte. Pour monter les côtes, ça va plus vite, etc. Et puis, bon, ok, il faut les infrastructures de recharge. Et effectivement, sur des long hauls, sur des 3000 km, ça va peut-être pas être pratique. On va peut-être rester encore au diesel pour l'instant. Mais sur des commutes, donc des allers-retours de 200 km, l'économie va être énorme. Hein. Et ils vont les vendre. Et ils sont en train de monter une usine au Nevada pour commencer à fabriquer la fabrication en plus grande série de ces poids lourds, de ces camions. Ensuite, on peut revenir sur la robotique et les véhicules autonomes. Ça a commencé pour l'instant avec des drivers, avec des conducteurs de sécurité en place passager, mais pas en place conducteur, sauf en Californie parce que c'est la loi, mais par exemple à Austin c'est en passager. Et ils ont commencé à rentrer leurs premiers dollars de chiffre d'affaires. Alors c'est pas grand chose, ils ont qu'une centaine de véhicules, mais ils vont doucement. Moi je suis pas pressé,
c'est du long terme, ces business-là, déjà, avec tout ce que je vous ai cité avant, rien que l'énergie, le stockage d'énergie et les véhicules, il y a de l'argent à se faire. Mais on peut regarder plus loin, on peut parler aussi, alors là c'est beaucoup plus loin, ce qui vient de sortir, le Master Plan 4, avec robotique humanoïde. Robotique humanoïde, il y a beaucoup de gens qui disent que ça va être une bulle, et comme la conduite autonome, pour moi ce n'est pas un si, mais c'est un quand. Est-ce que les voitures se conduiront toutes seules un jour? Pour moi, en fait, la question ne se pose pas oui. Oui, on est capable de conduire, nous, humains, avec 2 yeux, des bras et un réseau de neurones biologiques. Je ne vois pas pourquoi une machine avec un réseau de neurones électriques, 8 caméras et un volant ne pourrait pas conduire comme nous. C'est pas si, c'est quand. Les robots humanoïdes, d'un point de vue de first principle, principe premier, c'est vraiment de la physique, c'est même pas de l'ingénierie, c'est de la physique, rien qui l'empêche. On est là, on a des mains, on a des bras, on a un cerveau. Pourquoi un jour, l'humain, nous, on ne serait pas capable de faire une machine qui ferait ce qu'on fait, puisqu'on n'est que des machines? Pareil, l'humanoïde, pour moi, c'est pas si, c'est quand. Et c'est si dans le sens qui va réussir. Et il y a, je crois, plus de 100 startups sur Terre qui s'y mettent. Vous en avez des très connus aux États-Unis. Figure AI, c'est la plus connue, mais vous en avez plein qui bossent dessus, notamment en Asie, en Chine. Qui gagnera? Qui arrivera le premier? Est-ce qu'il y aura plusieurs gagnants? Oui, je pense qu'il y aura plusieurs gagnants, etc. Ça aura lieu. Quand est-ce que ça aura lieu? Moi, je ne sais pas, 1 an, 5 ans, 10 ans. Et personnellement, je suis exposé à plusieurs de ces entreprises via Google, qui a des parts dans plusieurs entreprises qui font ça. Via l'intelligence artificielle, Nvidia, on sait qu'ils bossent dessus là-dessus, notamment parce qu'ils veulent faire plus le cerveau. Ils en ont souvent parlé, pareil pour la conduite autonome, Nvidia y travaille, j'ai Nvidia en portefeuille, Google, Microsoft. De toute façon, généralement, juste vous regardez le Nasdaq. J'aurais pas peur de rater le train personnellement. Enfin, j'ai du Nasdaq, mais voilà. Je pense qu'il faut beaucoup de force de frappe, beaucoup d'ingénierie, mais ça arrivera. Et si Tesla ne prend ne serait-ce que quelques pourcents de ce marché adressable, ça va bien se passer. Donc voilà, un petit peu. Évidemment, c'est du qualitatif. On ne sait pas si ces choses auront lieu. Mais il y a encore, la liste est longue, mais on va en rester là parce qu'on a déjà passé les 22 minutes et je ne voudrais pas que ça me passe les 30 minutes. Mais voilà un petit peu comment je fais beaucoup de qualitatif. Et ça, ce genre de vidéo, on en avait fait une il y a 2-3 semaines où on avait fait aussi IMS et SoFi dans la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez eu en description. Et d'ailleurs, merci pour ceux qui sont là et la dynamique. Et aussi le programme pour ceux qui veulent l'aspect apprentissage, tous les fichiers, etc. C'est 2 choses différentes et la communauté, c'est son engagement. C'est juste pour les vidéos que je fais en plus, la communauté répondra aux questions. Enfin bref, j'arrête pas mon instant pub. Mais on faisait une vidéo comme ça de, je crois, plus d'1 heure ou pas loin d'1 heure, où on avait fait que du qualitatif parce que c'est hyper important. Maintenant, pour répondre à la question, pour finir la vidéo. Est-ce que le titre à plus de 440 $, je le trouve un peu trop cher? Il est un peu au-delà de mon principe, clairement. Je n'achète pas sur ces niveaux-là, mais j'ai aucune raison de vendre. Et à chaque fois que j'ai vendu des actions, très souvent, je l'ai regretté. D'ailleurs, j'ai même parfois racheté plus tard, j'ai remballé mon ego et je fais, bah écoute, t'as appris ta leçon. Et donc, je pense que dans la vie, c'est OK de faire des erreurs, mais il faut apprendre de ses erreurs et apprendre de ses leçons. Et on peut aussi apprendre des erreurs des autres, d'où YouTube. Et je ne veux pas parier contre mes entreprises. Bon, la caméra a coupé parce qu'elle avait trop chaud en plein soleil. Je vais donc faire super court pour la conclusion. En gros, je ne veux surtout pas parier contre les entreprises qui ont des track records impressionnants. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas tant que je vois preuve du contraire. Donc voilà un petit peu la conclusion sur cette entreprise. Pourquoi je l'ai, pourquoi je la conserve. Et on continuera à la suivre dans le temps, de temps en temps, comme je le fais avec toutes les entreprises. J'espère que la vidéo vous aura intéressé en tout cas. Un peu plus en mode podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, un peu cette discussion ouverte. Comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Un grand merci pour tout depuis le début. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une excellente journée. Et j'éteins la caméra avant qu'elle surchauffe. Allez, bonne fin de journée à tous.